une Néandertal de naissance n'a de clé que ses genoux ou ses joues. Répétons cela dans une langue plus compréhensible. S'il n'a de clé que pour quelle note? För knack. Surtout knabe, knabe. Ou bien qu'il ait un kétif, oreille, et clef, klepto. Et ça lui fait clip-clop, une jumping. Dont la frappe est sonorisée par deux schlag, qui fait un anschlag. De tief à tisch, dont le manque de clé au knies. Et l'usurpe d'une knife to wife. För Kneibe. Ich habe. La fin ne conclut que knies to knies. Ohne anlaufen. Tisch est devenu une table de loi qui l'indicateur général du hot dog. De l'horizon ensablé par frappe, par empreinte de knie, se tient vertical en forme et Richtung de clé, dont un pôle clé de knock. Ohne Knife et Wife. Tu hast du Knabe, aussitôt métamorphosé en un keynote, par frappe, à la sonorité de double schlag, qui fait par l'empreinte à la verticale de la monnaie vivante en tige. Par lire la clé. Ich has Bond. Du ist diese to Kneifes wife hat. He hate métamorphosé. You shall. Du schlag. Für Buch. La table de loi, dont la gleiche trouve ses onomatopées au genou, par frappe, en côte, quotidien, en keynote für offen ohne sonnerie ou en love, to kitsch, tisch, qui n'a pas encore un bouc, bat, bouch. Mais une frappe de 1000 livres de Tonspiel, gravée et en déclinaison et en conjugal arabe, de lettres volées, partif en vol de clé klepto, de renouveau à genoux, par itération de Knabe, ou sneeze to knies, ohne odor et indolore, incolore, lettre ou clé volée, par la première prima, à la langue du chat, se faire voler la langue au chat. Voici, par transmission des voix de plusieurs générations de Knabe, s'est trouvée son explicitation.
Et je donne en langue grecque que cette parallélisation qui m'a permis d'écrire ce texte sur la racine de klésis. Alors, en grec, kléis, anahtar kilit. Kleistos, kapanmış, kilitli. Kleftis, hırsız. Kleptomanya, hırsızlık isteği, alışkanlığı. Klepto, klebo, çalmak, hırsızlık. Klefya, klopi, yan kesicilik. Klefijemia, zina. Klefimyon, yan kesicilik, haydutluk. Klema, asma dalı, çubuk. Klimatofulon, asma yaprağı. Klerikos, ruhani, rahip sınıfı. Klerozoto, miras bırakmak. Kleronomos, mirasçı, hukuken varis. Kleros, kura çekilmesi, rahipler zümresi. Klerotos, kura ile seçilmiş, muzaffer, muvazzaf er. Klezis, çağırma, davet, celp. Kletiki, gramerde isim çekiminde çağırma, hitap şekli. Datif, apostrof. Klima, iklim, klima, kizo. Derece derece tedrice. Klimaz, merdiven, iskele, kıyas. Kline, karyola. Klinike, hastane, klinik. Klino, çekim, meyletmek, diz çökmek, enklinasyon. Klonizo, zayıflatmak, sallamak, tereddütte bırakmak. Klofe, çalma. Klubi, kafes. Kulube, kulübe. Klodo, eğirmek, aşıkane sözler söylemek. Klotso, tekmelemek, çifte atmak. Kinini, bacak, baldır. Koilos, uyuk, çukur. Koinetriyon, yatak odası, mezarlık. Koinizo, uyutmak, yatağa yatırtmak. Koinizmenos, uyuşmak, tembellik. Koinoniologos, içtimaiyatçı, sosyolog. Bulezis, istek. Voilà les mots clés en grec et en turc qui m'a permis, comme une matrice, écrire ce texte donc en français, en anglais et en allemand, mais c'était au fond grec. Bon, un jour, je vais je vais citer, non, je vais vous avouer, non, pas du tout, il n'y a rien à avouer, je vais vous dévoiler tout simplement mes références que j'ai intimement gardées en dehors de ces deux, au moins. Je le donne abondamment d'une générosité convenue. Mais il y a un, je crois que ça date 2009, oui. J'ai découvert le livre à Antalya par hasard dans une
bouquiniste important. Ce monsieur s'appelle de 12e ou 13e siècle. Il faut vérifier. Ça m'est égal, ça, il est de Bagdad, Damascus. Iskenderani, son nom c'est un peu difficile, c'est pas Ayatollah, mais ça ressemble. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à sa lecture, mais j'ai intensément lu, bouleversé. Atallahul Iskenderani. Atallahul Iskenderani. Se publié en traduction dans les livres de Meb, les Timbakandou, donc ministériel, officiel et tout. Deuxième, je ne sais pas, j'ai découvert romantiquement, effectivement, Clément Brentano, qui a écrit une énorme, volumineuse fable qui s'appelle Hinkel und Gargleckia. Voilà, c'est une histoire prégnante. C'était l'époque qui m'a poussé peu à peu à m'affondir dans l'édition perdue. Voilà. Toutes les autres références majeures, très importantes, Saint-Paul et tout, j'en compte pas parce qu'il s'agit d'une édition commune. Tout le monde doit le connaître. Quand il s'agit d'Edgarian aussi, il est un majeur poète de notre histoire proche, donc je ne compte même pas comme référence, c'est acquis. Je le compte comme acquis. Là, je me rappelle d'un moment où j'avais sûrement ou bien écrit l'article consacré à la Bible, à un chapitre, Jonas, donc, ou bien plus tard, à partir de lequel j'avais fait un film. Mais Chotan Ataman était l'une de nos étudiants et donc dans notre milieu de fréquentation et à un moment donné, tous ensemble, j'ai raconté l'histoire des séchements sous le soleil et le rapport à Dieu, une mise en scène, à partir de grands poètes hongrois, je crois, Babits, que j'avais lu aussi intensement ce poème. Comment j'ai découvert, c'est incroyable. Dans notre bibliothèque universitaire, c'est quand même miraculeux. Donc Babits est lecture assidue de l'Ancien Testament aussi, et cet épisode de Jonas et son histoire que j'avais mise en scène, et j'ai raconté son conclusion, hein, et j'ai demandé de quoi s'agit-il. Sultan était curieuse. Voilà. Donc de temps en temps, je divulgue, mais même dans ces références majeures comme Ancien Testament, les gens, évidemment, ils sont complètement incultes, malheureusement.
rien à faire. Y compris moi, chacun de nous a tendance à oublier ce qui est contingent, du quotidien, divers, changeant, empirique, s'il n'a pas une bonne mémoire. Effectivement, moi, j'ai pas une bonne mémoire, et si je n'ai pas d'aide-mémoire, écriture, travail assidu, retour, les dates, énumération, repérage, tout ce qui est de l'autre de Georges Perec. Effectivement, c'est un gros prolétariat, une longue lourd travail, mais c'est à la fois, c'est allégresse, la vie quotidienne, etc. Un travail. Si vous n'avez pas un lourd travail, essayez d'aiguiser votre mémoire, comme moi. Mais c'est toujours sélectif. Pourquoi je dis ça? Alors, il y en a ça habitait, c'est-à-dire une substance immuable, une identité mémétée, das Gleiche. Nous avons une tendance à rappeler, tenir en mémoire saine, bien définir ce qui est identique, ce qui est ressemblant à nous. Donc, moi-même, dans la mythologie grecque, je suis très faible, j'oublie qui se marie, qui se accouple avec qui, quel est le père, qui est le père d'Eros. Moi, je ne connais pas l'image, le père de Dionysos, qui est Zeus. Mais le problème, c'est que Dionysos n'a pas de mère, c'est Zeus en tant que père qui leur a sorti de son quoi? Clésis. Encore le mot grec, c'est pas clésis, mais quelque chose pareil, de la même racine, qui veut dire le gendre. Notre petite note en bas de page, c'était quoi? Voilà, qui disait qu'il ne faut pas fouler avec les pieds la porte, il faut gentiment sonner. C'est une vieille porte, la porte. Quand on dit porte, effectivement, c'est Kafka, devant la loi, tout encore Trauspiel, enfantin, théâtral, d'un petit juif misérable qui croit que la table de loi soit effectivement animée, vivante, en tout esprit vivante, derrière cette porte qui ressemble beaucoup avec son ornemental accessoire. Quoi encore, il faut ajouter le mot, non pas horripilé, il est bien horripilé devant la loi, mais orifaux, voilà. Avec tous ces orifaux qui représentent l'empire, la loi, la régence, etc. Là, nous avons inclin à croire, à tenir en mémoire approprié le semblable, das Gleiche, équivalence. Et nous n'avons pas de causalité, pas toujours, mais des équivalences. Et affinité sélective, c'est encore Goethe. Affinité sélective. Nous sommes sélectifs et nous avons des tendances. Moi, misage, caractère d'appel, donc une détermination caractériologique chez Aristote, c'est quoi? Hexis, habitus. Nous sommes dans l'océan, dans la mer, des habitudes. Nous sommes dans une nuit où toutes les vaches sont grées. Nous oublions, nous ne choisissons pas les différents, dont la naissance est douteuse, où sa mère n'était que son père, c'est
comme dans l'un des cantos de Ezra Pound qui est repris par E.J. Ayhan à l'occasion de Constantine Cavafis, etc., qui est l'objet l'un de mes articles qui s'appelle L'identité par adoption, qui est publié dans un livre commun Bourg chez L'Harmattan. Alors, c'est un sujet qui date des années 2002-2004, c'est ça. Imaginez que j'étais jeune, quand j'étais jeune, cette chanson était très en vogue. J'allais à danser les nuits. Et oui, j'ai passé des nuits, pas toujours en dansant, mais dans une ambiance, sans ambition. J'avais toute une éternité devant moi. D'une certaine façon, je m'exerçais, mais pas trop. Je crois que j'essaie de m'adapter, non pas seulement au lieu au sens étroit du terme, mais à un certain état d'esprit qui m'était toujours très loin. Mais j'aimais bien les chansons, écouter le radio. Ça fait assez longtemps qu'après Internet, on a oublié un peu radio. Encore plus danser. Toute histoire de mimésis ou voilà, mimétisme plutôt animal qui se passe au fur et à mesure que vous fréquentez les lieux comme piste de danse. Effectivement, vous apprenez, vous captez des figures et autant vous vous exercez, vous en excellez. Il y avait des gens qui faisaient pas mal de trajets pour arriver en plein centre de Paris. Moi, j'habitais au centre et j'avais un vélo. Donc les nuits, pour moi, c'était praticable. Qu'est-ce que je me souviens comme groupe? C'est un... Tiens. C'est un Radiohead. Il y avait quoi? Tiens, les visages sont devant moi, mais j'oublie le nom. Les noms nous échappent. Je construis un monde avec les mots, mais cet mot reste en retrait. Voilà, une sorte Don Quichotte. Sans oublier Rabelais, les goûts, les saveurs, tastes et plein de mots bizarres inventés. Effectivement, tout à l'heure, je pensais ce monde enfermé est fait de prendre par des mots, par les relations, de homonymies, synonymes et de conjonctions, des renvois
il y a un livre qui s'appelait Le prison du langage. Un certain Géol. Mais ça ne me fait pas du tout peur. Effectivement, on peut comparer, nous, les littéraires, comme diamétralement opposés aux ingénieurs qui parlent peu, mais qui suivent, soi-disant, les référents, seulement avec quelques signalétiques, quelques formules. Ça aussi c'est très respectable, mais c'est pas dépourvu de l'écriture. Il y a des formules, des chiffres, des valeurs, des comparaisons, oui, des rapports plutôt quantitatifs qui renvoient à des qualités, bien sûr, en chimie, en physique, en métallurgie. Bon, effectivement, on croyait que c'était un dogmatisme de s'enfermer dans l'élément de la parole, en lisant effectivement les mots et les choses de Michel Foucault, effectivement, les grands changements qui s'est effectué en ce régime de phrases, pour dire comme Lyotard, changement de régime, donc quelques dizaines d'années, c'est pas qu'il y a un renversement, il y a eu un renversement, mais c'était pas au profit de plus de connaissances. On a passé d'un certain dogmatisme, disons, entre guillemets, le mot un peu fallacieux, à une certaine empiricité, soi-disant. Voilà ce qu'on raconte. L'histoire, changement de paradigme, si c'est aussi facile, qui décide. On n'a jamais se débarrasser des mots. Voilà. Bon, je suis installé à un endroit. Là, il y a musique. Je suis comme dans une cabine d'essai, dans un supermarché. J'ai le droit de m'asseoir sur une chaise pour tester si c'est confortable ou pas. Au moins, dans le capitalisme, il y a certains droits réglementés. Bon, ce matin, c'était non pas le com du capitalisme qui m'a envahi, mais c'est le com d'une interactivité entre machine et moi. J'ai essayé de descendre l'eau d'une application très simple, carré code pour le transport, mais jamais c'est réussi pour une raison encore technique, parce que la capacité de mon portable ne supportait pas cette transaction. J'ai eu le carré code, mais avec zéro valeur. L'argent n'était pas chargé. Ils ont passé depuis longtemps aux monnaies électroniques, mais ils n'en disent pas clairement. En plus, ils confondent tout âge, toute génération, en fait, plus de 60 ans. Quelqu'un ne peut pas maîtriser tout de suite ce changement de régime. C'est un changement de régime qui se veut au-delà des alternatives politiques de droite, de gauche,
de conservatisme, de libéralisme. Non, ça s'est imposé comme ça par les services publics. Ce n'est pas du tout les compagnies privées. Eux, ils peuvent faire n'importe ce qu'ils veulent, mais services publics, assistance publique, disons, des choses de transport commun, tout cela devrait quand même avoir une certaine approche des gens vieux, sans assistance en plus, en fait. Ils croient que, en fait, ils supposent que s'il a ou elle a cet âge-là, elle aura plein de petites fils et de petites filles qui vont lui assister. Si on est dans l'isolement connecté, effectivement, vous avez le droit d'être châtié. Une fois dépassé cette petite limite, effectivement, là, au lieu d'utiliser un autre engin, tu utilises un engin plus compliqué, mais si toi, des yeux qui contrôlent encore tous ces petits changements. On entre dans un café, on regarde sur la table de prix, mais la table n'est pas stable, ça change d'image, ça coule, tout coule, tout est en flux, l'œil ne peut pas être ça. On change à une autre chose. Si on n'a pas cette vitesse, on n'est pas assez machinal. Donc il faut tout mémoriser ou bien se diminuer dans son espace, faire comme moi finalement, faire un petit monde qui a assez l'âge de pas de mots. Pourquoi pas de couleurs si j'étais un peintre assidu, j'ai arrêté à peindre. Ça me manque cette expérience de solitude. Bien que j'ai une place, j'ai du temps, j'ai pas d'atelier, mais on peut facilement transformer une chambre en un atelier, mais c'est très rapport avec les planches, ça, effectivement, c'est remplacé par une interactivité de l'écran. C'est ça. Le magnétophone aussi, c'est en vue de publier, donc c'est une interactivité avant qu'il soit une dialectique interne, une certaine réflexion à soi. Effectivement, ça aussi, ça sert à partager. Mais la peinture aussi, c'est pas des icônes. Mais aussi c'est fait pour être partagé. Mais les temporalités sont très différentes. Une solitude, une expérience de solitude et d'isolement ou un accompagnement, pourquoi pas en fait, au lycéen continuer à peindre tout en discutant de mes histoires incroyables. Elle ne savait pas, elle faisait un peu machinalement ce qui reste à faire. Toujours en dépêche. Toujours une œuvre à rendre. Toujours des commandes. On n'est jamais libre, mais quand même on a fasté. On peut goûter ce goût de liberté dans certains moments. Soit dans l'enregistrement sonore, qui vient d'ailleurs de Dizzy Gardotov, avant qu'il soit devenu cinéaste, avant qu'il découvre qu'il y a un appareil de cinématographie, il a enregistré, il était magnétophoniste. Sorte de bruit, sonorité, et il en faisait des montages déjà. Voilà Eisenstein. Eisenstein, il était plus
de l'intérieur de l'art. Ravertov ne savait pas qu'il faisait de l'art ou l'art était ceci ou cela. Bon. Ya Tobi! Ceren tipe bakar mısın? Bon, je corrige, c'est une autre erratum. C'était pas pour m'adapter à ceci ou cela. Et j'objecte maintenant parce qu'il y a plusieurs sortes de modes d'adaptation. Si je dansais, en fait, si je fréquentais ces dancing, effectivement, c'est pour, superficiellement, pour non pas m'habituer, mais pour que je puisse supporter à des gens qui ont à peu près le même âge que moi, ou plus jeunes, le plus souvent. J'étais déjà vieux. Bon, alors, supporter, oui, c'était un travail assidu de digérer autant que c'est possible. C'était très difficile, mais ça se faisait par un certain mimétisme, voilà, de manière superficielle. Mais la raison plus profonde que je puisse sortir la nuit, c'est plutôt après deuxième année de mon séjour. Donc après, j'avais connu un mort violent dans mon cercle d'amitié en Turquie. Donc quelqu'un avec qui j'étais lié en amitié, dans une cercle d'amitié aussi. Et il s'est fait tuer dans le sud de la Turquie pendant les vacances. Aucun de nous était près de lui. Donc j'ai commencé à faire un processus de deuil un peu spécial. J'ai écrit sur ceci. J'ai dédié ce que j'ai écrit à lui et j'ai commencé à faire une série de noms propres. Je me rappelle d'un fragment d'un chapitre qui s'appelle Philippe ce soir, par exemple. Voilà, c'est comme Robert ce soir de Klosowski. C'était des apostrophes et disons, une certaine monographie fictive de certains personnages de mon entourage. Mais le nom propre comptait beaucoup. Je me rappelle d'une autre qui s'appelle Soliman. Alors l'adjectif, c'était quoi? Soliman le magnifique seulement. Donc c'était une époque où j'étais quoi? La poésie de Leonard Cohen sur Soliman et ses femmes. Soliman et ses femmes. Alors j'étais déjà dans un processus de travail et de lecture. J'ai voulu un peu partager avec Soliman, qui était du Berbère d'Algérie. Donc il ne se considérait pas comme arabe, il était berbère. Voilà, on essaie de parler, mais je crois que moi, je lui ennuyais. Philippe, c'est encore plus, disons, allègre ou étrange, très jeune. Une sorte élégant, un monsieur élégant de 5e et très anglais. Sa manière, enfin, je suppose qu'il fréquente Londres
très souvent. Il était bien logé dans mon quartier, mais je ne suis jamais allé chez lui, ni connais ses parents. Apparemment, il s'absentait plus souvent. Je le voyais dans les lieux de nuit. Et dans son entourage, il y avait plusieurs personnes. L'un s'appelait étrangement d'un nom portugais ou espagnol. Son nom aussi m'intriguait. Mais comment je peux me rappeler, c'était comme, c'est pas du tout ça, mais comme Manu. C'est une sorte d'aberration d'un autre nom espagnol. Lui, voilà. Un peu exotique, très bien. Adapté à un milieu parisien. Bon, ce sont des écrits non publiés, catalogués, devenus livres, mais le titre, ça je ne suis pas sûr, parce qu'avant ce texte, j'écrivais juste en voie de passage de d'Istanbul à Paris, que je baptisais Paris-Istanbul, quelque chose comme ça. Et c'était sur le voyage, donc sur un navire de Neft Fou, mais ça s'appelait Neft Moi Ben Kemissi. Voilà. Je mobilisais un certain lexique maritime à partir de Piri Reis, Kitab al-Bahriya, le livre de mer. Je crois que ça date le plus tardivement au 16e, 17e, mais j'imaginais plutôt. Il faut vérifier Piri Reis, voilà. Bon, ce sont des années de langue orientale aussi. Je travaillais, c'était mon temps libre pour découvrir la vie, parce que j'ai découvert que dans la journée, on ne peut pas très bien faire la connaissance des gens. C'est très très rare. Mais la nuit, il y avait une certaine facilité, bien que je ne pouvais absolument pas. Je n'avais pas d'habitude. Donc, bon, ça rendait difficile encore des choses. Mais ça prenait du temps, et ce temps était assez utile quand même. Le temps d'observation silencieux, de l'amitié, observer, essayer d'apprendre les manières et de speech act, disons. Voilà, correction est faite, donc il ne s'agit pas d'adaptation, mais une certaine empathie, non. Aujourd'hui, je suis plutôt intrigué, oui, bien sûr, intrigué de l'étrange ou étranger, étant étranger, c'est normal. Donc, le nom angélique iconique, Philippe le Roi. Philippe ce soir, non, c'est ça. Robert ce soir, mais Philippe le Roi. Parce que il était plutôt le prince du soir, des soirées, mais je l'ai baptisé comme ça, comme une Héliogabale couronné, un empereur anarchiste, malgré lui. Il ne connaissait rien du tout de tout cela. Il ne faisait pas ses études correctement. Il était oisif. Bon, c'est seulement ce qui vient à l'esprit. Il y en avait quand même pas mal. Une liste de monographies. Et comment ça s'appelait? Ah oui, je me suis rappelé du titre du livre.
Hubert Göttli. Voilà, sur la divinité, sur le divin. Mais j'avais choisi instamment, insistamment, un titre en allemand. Et j'avais une machine à taper qui j'écrivais en turc, mais machine à taper c'était donc un clavier français, donc certaines lettres ne sortaient pas. Donc j'utilisais volontairement un langage métis, un certain créole que j'ai inventé en écriture seulement. C'est presque prêt à être refusé de toute édition, surtout en Turquie, de fortes raisons, a fortiori en France, dans une maison d'édition dite normale, parce que c'est une écriture d'abord en turc, mais transcription, c'est métissé, donc francisé. Et c'est à ma volonté littéraire, un peu comme une sorte de procédé à la Perec, Georges Perec. Bousiller certaines lettres dans le mot. Beaucoup tardivement, il y a 2 ans que j'écrivais en une France de Moyen-Âge, une sorte de québécois, une sorte de langage de Rabelais, à l'occasion. Et j'écrivais des contes moralisants. Voilà, le titre générique c'est ça, les contes moralisants. Morale à ceci, morale à cela. Très moraliste. Comme Montaigne, un peu. Comme à l'époque de Montaigne, et un peu de Montesquieu, mais plutôt La Fontaine, effectivement. La Fontaine qui écrit un peu plus longue et un peu plus verbalisée, disons, verbalement abondante, comme vers le gaspillage de paroles, comme Rabelais que j'adorais quand même depuis. Parce que j'ai connu le français, le langage français, et je m'étais attaqué à Rabelais. Et voilà mes ressources littéraires d'un certain aspect. Bon, je me suis souvenu dans une 15 minutes, dans un lieu beaucoup plus silencieux, parce que la musique et les autres bruits m'empêchent de penser. Si je ne suis pas synchronisé, bien sûr, ça peut aider, mais pas pour l'instant. Alors je me suis souvenu du nom de ce petit monsieur d'origine, je suppose, espagnol, un petit parisien qui s'appelait Romanichou, et non pas Manu. Romanichou, effectivement, c'est un mot très exotique et très romain, mais pas du tout italien. Ça ne sonne pas italien. Ça m'avait sonné espagnol ou portugais, ou une abréviation, diminution de nom plus correct. Romano. Bon. Et je n'ai pas écrit une séquence, je suppose, sur lui, mais son nom peut passer par son intrigue, qui porte quand même comme un personnage de journal de voleur de Jean Genet. Mais là, c'est dans la même époque que j'ai découvert
ce genre de littérature, surtout Jean Genet. Donc, une certaine théologie me guettait, imaginez-vous. J'ai cité le nom de Klossowski, maintenant Jean Genet. Donc, quand on dit Jean Genet, Notre-Dame de Fleurs, j'ai dit quoi Göttlich. Donc, une certaine conception de divinité. Oui, j'ai cité le nom d'Antonin Artaud et Helio Gabal, n'est-ce pas? Anarchiste couronné, etc. C'est déjà le commencement de mes références qui rentrent. Et l'autre, Pierre Reiss, navire de fou. Non pas fou, mais neuf de moi, c'est directement Michel Foucault et les mots et les choses dans ce commencement que j'avais lu. Peut-être que tu m'as enfanté. Nous avons une parenté peut-être. J'étais une descendance. Capté Une ascendance. par son projet. Donc, tu m'écoutes, tu m'entends. Changement de paradigme. Tu es d'ici. Donc, histoire de vieillot. C'est l'Élohim. Anachronisme, archaïsme, pantagruélisme, gargantuaisme, me guettait. Dis-moi, Sphinx, dis-moi. Mais pour l'instant, enfin, à l'instant, j'écrivais en tuc encore. Voilà Ramonichou qui reste avec son homme, mais l'autre, son homme, c'est lui à qui j'ai fait un bizarre travail du deuil, et son homme, il est anagrammatisé pendant toute ma vie, et toute l'obsession de mort, à mon avis, commence avec lui. C'était le premier, j'étais assez jeune quand même, et c'était le premier face à face avec une disparue prochaine. Ma grand-mère et mon grand-père, il était décédé, mais voilà, ils étaient de certain âge et on s'attendait plus ou moins. Et là, effectivement, c'était une toile qui était restée inachevée. Et je anagrammais son nom, anagrammatisé. Donc j'ai appris un peu l'histoire de quoi Starobinsky, Jean Starobinsky et Jean Baudrillard en ce qui concerne champ symbolique à la mort de Baudrillard et un certain usage du langage bizarre signifiant je les ai appris là de manière non standard, c'est-à-dire non pas une linguistique pure, ni phonétique pure, ni sémantique pure, mais un travail avec un socius. Et Lévi-Strauss aussi est venu un peu plus après, parce qu'il n'était pas mon champ de recherche. J'étais plutôt inclin vers l'Orient, au sens habituel du terme, c'est-à-dire islamique, enfin pré-islamique, islamique, et non pas des tribus tribales, j'ai appris plus tard dans la culture populaire. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, il fallait quand même peut-être expliciter cet étrange, bizarre travail du deuil qui consiste à aller au dancing. N'est-ce pas? C'est ça qu'il fallait frapper, mais c'est très normal dès qu'on sait un peu quelque chose des stats de travail de deuil chez Freud. Donc, et cette sérialité de Göttlich, Hubert Göttlich, donc sur un concept, comme une dissertation sur un concept, mais à travers des disons, prophéties ou prophètes
Nebi, Enbiya, etc., comme chez Ibn Arabi, dans Fusus ul Hikam, trésor de sagesse, son livre. Voilà, ça passait par étape sous le nom propre et sous un jeu qui s'installe au niveau lexical et contextuel à partir du nom et des gestes. Bien sûr, geste parole. Geste autant que je l'ai connu ou autant que je l'ai fait faire adopter dans mon texte, dans ma fiction, bien sûr. Lointainement autobiographique. Autotanato-biographique. Autotanato, voilà. J'avais déjà écrit un texte comme ça quand j'ai dit bibliographie. Voilà, ma bibliographie. Ça s'intitulait à peu près comme ça, mais c'était un peu plus enjoué. Qui est une sorte énumération des livres rares que j'ai lus et qui m'ont marqué. Même il y avait quelques petites considérations en ce qui concerne Kant, Babalarunus, par exemple. On nous a appris que nos pères kantiens, nos pères néo-kantiens nous a appris que, comme nous a appris nos pères néo-kantiens, etc. Il y avait des phrases comme ça dans ce petit texte d'énumération des lectures, comme une fiche de lecture littéraire. Voilà. J'avais déjà commencé en Turquie, donc ce texte est déjà écrit en Turquie et dactylographié. Donc, en pensant que j'ai eu une dactylo pour rédiger les manuscrits de mon tout premier livre, et ça devrait être des écrits après mon premier livre qui n'est pas inclus là-dedans. Je n'ai pas inclus. C'était une pure littérature qui s'appelait, j'ai changé de nom, mais au départ c'était le nom, les textes impuissantes, quelque chose comme ça, parce que c'est écrit en turc. Le titre exact en turc, Güdümsüz Metinler. Ça sonne très étrange, mais Güdüm venait d'un mot qui m'était cher pendant mon enfance scientifique, un mot grec qui s'appelle Kubernetes, qui a donné lieu à cette science cybernétique, ou kybernétique en allemand. Donc, ça m'intéresse. D'abord, Kubernetes, kubern, en grec, voulait dire Kubernetes, commander un navire, faire une navigation. Voilà, un terme de navigation. Un capitaine, enfin, ce que doit faire l'homme de mer. Et déjà, l'atmosphère aquatique, maritime me guettait, mais c'est réservé, cet aquatique, voyage comme navigation, Oedipale, etc. Ce thème de voyage, retour, passage par Istanbul, etc. C'est réservé à mon deuxième livre officiel. Donc, premier, les textes sans gouvernance. Voilà, c'est plus correct comme traduction, mais c'est pas très chic sans gouvernance. Michel Foucault a inventé le concept de gouvernementalité très tardivement dans sa biographie. Donc, gouvernementalité, c'est lui aussi, il aimait bien mieux que management, ménage. Ça aussi,
pas mal, mais Lyotard plutôt dans les lignes humaines, qui a quand même pris cette notion de manoir, pour ajouter moi même manœuvre, et domus, concept de oikos, ce qui lui intéressait, économie libidinale d'abord, mais oikos, économie politique, à sa manière, à travers d'un petit Marx, jeune Marx et petit quoi. Et, parce qu'il y avait un lieu commun chez les Althusserien, là où on parlait, on divisait Marx en deux, jeune Marx comme jeune Hegel et Marx qui a écrit Le Capital. Jeune Marx, il était encore hegelien et Lyotard choisissait le petit Marx, donc l'enfant, enfance. Voilà mes points d'intérêt. Retourner à l'enfance au niveau verbal, à partir de oui dire des lieux, c'était mon affaire depuis le commencement, avant l'écriture même. Bon, travail de deuil dans son étape primaire, donc c'est joyeux. Faussement joyeux, difficile adaptation, mais on se sent obligé de sortir de chez soi et oublier cette perte terrible et inacceptable. Refoulé non pas sur place à la maison, mais dans une sérialité, d'une manière bizarre, c'est le tuer une deuxième, troisième fois, quatrième fois, et essayer de s'en sauver de son ombre qui hante, c'est ça. L'explication donnée par Freud. Donc c'est pas bizarre que dans la première étape de injonction, introjection, donc appropriation de la mort en soi, manger le cadavre, assimiler cette mort, accepter, passe par les moyens mondains. Donc, ouverture mondaine à la mondanité du monde, mais d'une mondanité immonde, à vrai dire, parce que ça m'était trop étrange, j'étais trop à distance et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et il fallait passer par l'écriture et non pas seulement par un mimétisme d'ensemble. Voilà. Première ébauche de l'explication est donnée quand même. En ce qui concerne le commencement de la littérature et le commencement de faire avec la mort, poche. Physiquement, j'ai eu quelques changements parce que j'étais venu à Paris barbu, une barbe rouge, comme une barbe rousse, une barbe rose. Donc, j'ai coupé, je me suis rasé, j'ai changé d'apparence. Et c'était encore plus radical, le changement. Parce que depuis que j'ai quitté le lycée, j'étais laissé pousser mes barbes rouges, carrément. Donc, ça aussi, ça devrait avoir une certaine symbolique de se résigner de cette virilité apparente. Ça aussi, ça devrait compter comme un acte symbolique. Voilà. Une transformation quand même.
c'était pas une première crise, parce que grande crise, c'est se résigner d'être un homme scientifique, un ingénieur, parce que j'ai quitté ma première université qui consistait à devenir ingénieur physicien. Voilà. Rien de n'était littéraire. Mais il y avait déjà Kubernetes, donc cybernétique, que je comprenais. Et j'estimais comme l'avenir dans lequel maintenant nous sommes pris en otage. Notre histoire d'interactivité entre machine et l'homme, notre sort, notre part maudit, disons, pour citer un certain titre de Georges Bataille. J'ai connu Acéphale en tant que statue non parlante pendue sur le mur d'une boîte de nuit là-bas. Et je baptisais Acéphale. Les gens, ils avaient compris finalement mon esprit, ils ont ri et ils ont accepté en disant que ici, seule chose qui est non nécessaire, c'est la tête. Voilà, ils m'ont finalement un peu compris. Donc, comme je n'ai pas de temps, pour conclure très vite, Hubert Göttlich, c'était donc mon troisième livre littéraire. Et quatrième, c'était un recueil de poèmes, parce que j'ai passé d'une prose au poème. Et ce recueil, c'était sur le soir. Le thème principal, c'était le tombé du soir et non pas la nuit. Et intitulé Le livre du soir. Peut-être que j'ai connu en même dans ce moment-là, dans la bibliothèque de langue orientale, Ahmet Hachim, grand poète du siècle dernier, ottoman. Lui, il écrivait sur le soir, Leil, un certain thème de l'acre et la mer. Je crois que dans mes lectures sages, je feuilletais sans trop comprendre à cette époque-là Jacques Derrida, glas. Donc là, le mot glas et gueule, l'acre, lacet, entrelacement, tout cet lexique s'installait peu à peu, mais dans les livres, dans un recueil de poèmes, ça n'existait pas encore. Alors, d'où est sorti ça? Effectivement, j'ai commencé à écrire des articles philosophiques. Et peu à peu, vers 1986, oui, 86 et 88, j'ai commencé à écrire des textes à peu près académiques en philosophie. Et c'est publié tout de suite. Entre ces deux, il y avait un texte sur la mort de Jean Genet qui n'a pas publié. Là où je parlais de Burroughs, parce que ça m'intéressait. Ça n'a rien à voir apparemment avec Genet, mais Beat Generation, et surtout Bordel électronique de William Burroughs m'intriguait encore
donc ce qui reste cybernétique. Une bombe électronique, donc un certain usage de réseau non régulier peut-être, et l'enregistrement des catastrophes, etc. Mes intérêts pour l'art, cinéma, s'éveillaient. Je crois que j'avais envie de faire des films, mais qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à peindre, faire des collages et acryliques, je crois. Parce que j'avais fait connaissance finalement pour finir Hubert Göttlich, j'avais trouvé quand même quelqu'un là-bas, sous la safale en question, un ami. Là, je me considérais comme une physionomiste sans expérience. Je reconnaissais les gens comme ça, dans le premier abord, par leur visage. Et je lui ai raconté une histoire concernant lui-même. Donc, il était très étonné. Je dis que tu n'es pas d'ici, tu viens des champs, des blés ou de tournesol, comme Van Gogh, tu as l'air de Van Gogh. Français, cette fois-ci, non pas hollandais, etc. Il était étonné, sidéré par mes propos, un peu, comment on dit, sans façon. J'étais sérieux, vraiment. Je lisais sur le visage de quelqu'un anonyme que je ne connais pas, que j'avais observé. J'avais deviné facilement qu'il n'était pas d'ici parce que je le voyais première fois. Et parce que je fréquentais le lieu presque tous les soirs, disons. Et je connaissais de ceux qui sont d'ici et ceux qui ne sont pas d'ici, ceux qui est de passage, etc. Voilà. Première réussite. C'était une vraie connaissance qui a duré pendant des années, avec les intervalles. Il était peintre, donc je commence. Il avait arrêté à peindre, donc il y avait une histoire de l'oreille coupée, et lui, il a fait un certain arrêt de peinture, et j'ai donné quand même des mois, même des années, pour qu'il recommence à peindre. Et à ce moment-là, je m'intéressais intensement à l'histoire de l'art contemporain, en parallèle avec l'histoire d'art classique. Mais j'étais assez fort dans l'art contemporain. Je lui donnais des exemples, des idées, des noms propres, et je voulais qu'il change de style. Il recommence, il fait un deuxième baptême en peintre. Et c'est réussi. Dans quelques années, il a ouvert une expo avec les colifichets que je lui apportais. Il a fait des collages en tissu coloré. Il a utilisé aussi des acryliques, mais il a fini à peindre sur une toile blanche vide. Donc il a eu des tableaux extrêmement variés, très bien aimés chez la galerie de Claude à Paris. Claude. Voilà. J'ai donné pas mal de temps et on a eu finalement un accompagnement. Là, effectivement, je lisais à haute voix dans ma chambre de Maurice Blanchard. C'est lui qui ne m'accompagnait pas, ou Roland Barthes, fragment d'un discours amoureux. Donc je partageais tous ces livres et ces lectures avec quelqu'un et à côté de la peinture. Et ensuite, moi-même, je suis devenu presque peintre. Je peignais de grandes toiles régulièrement en acrylique,
Et je faisais mes toiles moi-même, je faisais de manière à peu près classique, à côté de mes collages qui étaient plutôt destinés au cinéma Super 8, des tableaux sur une toile blanche cette fois-ci. Voilà, c'était mon challenge. Je voulais être vraiment une classique. J'aimais beaucoup Caballero entre les peintres, je crois qu'il est d'origine espagnole. Et j'étais en plein quartier du 4e arrondissement, des quartiers des Galeries. Donc j'étais devenu Saint-Germain-des-Prés, triste et Odéon. Odéon. À côté de mes fréquentations philosophiques, assidûment continuées, mais je me suis varié. Comme ça, je me suis ouvert comme un éventail. Voilà. Des époques de Sultan Ahmed, Pudding Shop, hippie, un peu adolescent, et j'étais devenu une sorte de punk, mais distancé. Un parisien en passage. C'était vite, mais c'est quand même satisfaisant. Ce recueil de poèmes, le livre du soir, Akşam Kitabı, donc c'est assez mélancolique, insistant, nostalgique en turc. Ce n'était pas du tout postmoderne, disons. Je ne faisais pas des expériences d'écriture. J'étais très capté, une certaine nostalgie de la langue, du pays, non, mais de l'histoire de la langue et des coutumes, des manières de vivre, c'est ce qu'on a perdu. Donc il s'agissait peut-être d'une brisure du cœur qui m'a fait m'enchaîner, acheminer vers, et dans les lectures de canon de hermétique poétique de Heidegger, j'en passe Dalune, Tracle, mes découvertes. Bon, mais après, toujours en turc, je continue à faire écrire des contes un peu plus élaborés, surtout peut-être influence de Blanchot et un peu de Bataille. J'ai recueilli ça parce que c'était un peu éparse, les nouvelles, qui n'est pas très habituel. Encore des exercices de style et de situation et d'atmosphère plutôt. Mais j'ai recueilli ça beaucoup plus tard, je crois, en Turquie, dans le retour. Je ne me rappelle pas du titre. Donc, il y a ça. Et puis, comment j'ai commencé à écrire en français? Bien sûr, en écrivant des thèses. Mais ce sont des choses académiques qui comptent. Ce qui compte pour l'instant, la littérature, la poésie. Donc, à l'occasion d'un film de court-métrage, cinéaste spectateur, voilà, on prononce comme ça, j'ai écrit un poème en français disons, d'un vocabulaire et une situation virulente, artistique, une sorte de manifeste, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai continué à écrire des poèmes
occasionnellement en français, et j'en ai fait même lecture en public dans un café. En fait, c'était une organisation de lecture de poésie. Ça, les gens avaient des amis de Scratch Projection, c'est-à-dire la plupart du temps les cinéastes et les autres littéraires, ils sont très intéressés. Oh, j'étais content de faire une première pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Alors, j'ai découvert avec à côté du travail d'approfondissement de la connaissance de la philosophie et explication de texte et tout, et c'est encore avec une découverte littéraire que j'ai enfin commencé à finir la rédaction de ma thèse de doctorat. Donc cet auteur, c'est un écrivain, un auteur de pièces de théâtre qui s'appelle Bernard Maria Coltès. Bernard Maria Coltès, avec Dans le silence des champs de coton, m'a beaucoup influencé. J'ai lu les autres pièces aussi. Mais plus que Beckett, par exemple, il ne s'agissait plus de l'absurde, mais quelque chose de prégnant. Voilà. Et ma thèse, et toute ma connaissance accumulée, a pris une tournure et une trame, une organisation interne, et un acheminement, une fin, un début, une fin, une conclusion. Voilà. Mais c'était une grande réussite quand même, parce que j'ai écrit avec un français élaboré, et j'ai donné dans le dernier chapitre une grande lecture explicative et interprétative en rapport avec les autres chapitres de ma thèse de cette pièce de théâtre de Bernard Maria Coltès. Donc, j'ai fini, j'ai soutenu le 15 décembre la fin de l'année en 1914, ou bien 13, et j'en avais qu'une carte de séjour valable jusqu'à la fin de l'année. Donc, dans 2 semaines, je me suis déménagé. Donc, j'avais commencé déjà à envoyer des bagages, des peintures, des toiles. Donc, c'était une grande caravane qui s'acheminait vers l'Orient. Voilà, c'est très bizarre. Mais d'une manière affective, j'étais bouleversé. À la fois par la plénitude qui m'a envahi par cette rédaction de thèse inédite, et un retour soudain en plein hiver. J'étais préparé pendant 1 an à ce retour prévu, mais ça accompagnait quand même une séparation déclarée, prévue, un certain délai programmé, comme une mort programmée. C'était une séparation programmée aussi avec l'ami. Donc, en retour à Istanbul, j'étais à la fois vidé, sans connaissance, sans attachement, en écrivant encore des lettres et tout, en essayant de rester en contact avec les Français amis. Donc j'ai eu une solitude
et une Erinnerung, un souvenir, surtout des moments de rédaction intense de ma thèse et tous les, disons, lignes de ma thèse. En fait, je les répétais dans ma solitude au bord de la mer, dans la côte et tout, en plein hiver, la nuit, et sous la pluie, sous le vent. Voilà, une véritable romantique allemand, disons, qui fait une Erinnerung, une autoréflexion en souvenir, une mnemosyne bizarre. Là, j'étais en chômage 2 ans consécutifs. Et vers la fin de 2e année, j'ai eu des nouvelles, en fait, des propositions de universitaires pour donner quelques cours payés seulement sur les horaires. Donc c'est un intérim et sans un cadre stable. Voilà, c'est seulement à partir de 3e année, un docteur a eu finalement, une fois, première fois dans ma vie, une poste stable qui convient à mon éducation. Voilà.